Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18 et nous sommes avec Patrick Artus, chef économie chez Natixis. Bonjour Patrick Artus, merci d'être avec nous pour commenter cette actualité passionnante aujourd'hui, notamment avec ce discours de Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, qui a annoncé que l'inflation, ma foi, si elle redémarrait, on regarderait ailleurs et on poursuivrait à abonder le monde en liquidités pour soutenir la croissance et l'emploi. Qu'est-ce que ça va changer de le dire, en tout cas ? Oui, alors c'est pas complètement une rupture, parce que rappelez-vous qu'avant Powell, Janet Yellen avait déjà utilisé ce qu'on appelait la théorie de la surchauffe, qu'elle avait décrite, en disant qu'on maintenait une politique monétaire expansionniste alors même qu'on était au plein emploi, parce que ça créait des effets favorables. Ça forçait les entreprises à être imaginatives, à faire des gains de productivité, ça ramenait de nouveaux Américains sur le marché du travail. Donc c'est quand même une longue tradition, c'est pas une véritable rupture à la Réserve fédérale. Ce qui est intéressant aussi, alors la Réserve fédérale a d'ailleurs depuis le début dans son mandat aussi la croissance et l'emploi. C'est pas non plus une rupture totale de ce point de vue-là, ce qui est différent de la BCE. Alors aussi, dans ce qu'il a dit, il y a quelque chose qui intéresse beaucoup les économistes, ça s'appelle la pratique du niveau des prix. C'est-à-dire que d'habitude, quand on a l'inflation à 1, par exemple, on est content quand on la ramène à 2. Et lui, il dit non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut qu'elle soit en moyenne de 2, donc quand elle était à 1, il faut la ramener à 3 après. Ouais. Donc d'une part, ça va lui permettre de continuer, ce que vous disiez, une politique monétaire très expansionniste, même si l'inflation est au-dessus de 2, parce qu'il faut rattraper toute la période où elle était inférieure à 2, et puis ça impose une politique monétaire beaucoup plus violente en fait. Alors on peut avoir des doutes d'ailleurs, parce que déjà on a beaucoup de doutes en fait sur l'efficacité de la politique monétaire pour redresser l'inflation, mais disons que cette pratique maintenant d'une inflation à 2 en moyenne, donc 3 quand on a eu 1, je me répète, c'est quelque chose qui donne les mains totalement libres à la Réserve fédérale sur une très longue période de temps. Est-ce qu'on peut prêter à Jérôme Powell l'intention, en fait, le souhait que l'inflation revienne, peut-être pour effacer en partie justement les dettes et des États et des créanciers, et des débiteurs privés? Oui, alors dans les économies contemporaines, ce qui réduit les dettes, c'est quand les taux d'intérêt sont plus bas que les taux de croissance. Ouais. Donc c'est à la fois l'inflation et la croissance réelle. Tant que les taux d'intérêt sont plus bas que les taux de croissance, la dette augmente moins vite que le PIB. Mécaniquement, le taux d'endettement diminue. Donc évidemment, tous les pays vont essayer ça. Je crois que la BCE va être beaucoup moins transparente sur sa politique que la Réserve fédérale, mais à la fin, est-ce qu'il y aura tant de différences? Parce que quand on a des taux d'endettement aussi gigantesques, alors bien entendu aujourd'hui qui ne posent aucun problème parce que les dettes sont achetées par les banques centrales, mais ça va pas être le cas jusqu'à la fin des temps, eh bien la seule solution, c'est pendant une longue période de temps d'avoir des taux d'intérêt plus bas que les taux de croissance. Donc il faut qu'ils maintiennent les taux d'intérêt bas, alors même que l'économie repart et alors même que l'inflation passe au-dessus de 2%. Alors d'où le passage à nouveau à cette nouvelle théorie du niveau des prix qui lui permet de faire ça, c'est-à-dire de garder des taux très très faibles alors même que l'inflation est au-dessus de 2. Donc si le taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis, il est quelque part entre 0,5 et 1, pendant plusieurs années, alors que la croissance est... alors là, on a une phase de rattrapage, mais enfin, est de l'ordre de 2%, et l'inflation est de l'ordre de 2,5%. Vous avez une croissance nominale à 4,5%, des taux à 1, donc vous gagnez 3,5 points tous les ans, quoi. Alors c'est un peu gagne-petit, parce qu'il faut faire ça pendant 10 ans pour que ça ait un effet visible sur la dette, mais je crois que c'est la stratégie. Ouais, apparemment. Et donc il va falloir que les marchés financiers, les assureurs, les fonds de pension, etc., s'habituent à une situation qui est horrible pour eux, qui est une situation de taux d'intérêt très très longtemps plus bas que la croissance de l'économie en valeur. Patrick Artus, j'ai noté quelque chose de très intéressant par ailleurs dans le discours de Jérôme Powell. Il dit, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec lui, il dit qu'il y a toujours une économie saine à l'exception des secteurs qui ont été le plus durement touchés par la crise. Et il poursuit en disant, une fois la maladie sous contrôle, l'économie pourra se redresser assez rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? En gros, l'analyse, la thèse, c'est de dire, bon, c'est un accident, mais quand le virus sera maîtrisé, ça va repartir comme en 40. Alors moi, je suis moins optimiste que ça. Nous avons 2 chocs d'offres négatifs. Le premier choc d'offre négatif, c'est ce qui se passe tant qu'on n'a pas de vaccin, effectivement. Donc les normes sanitaires et leurs effets sur l'économie. Vous avez vu que
En France, hein, le ministère des Finances a mentionné un chiffre de 10% de perte de productivité pour les entreprises à cause des normes sanitaires dues à la Covid. Ah, c'est énorme, 10%. Donc évidemment, à un certain moment, et donc ça veut dire qu'on perd 10% de capacité de production, ce qui est monstrueux. Ce qui explique qu'on soit à 90% aujourd'hui et qu'on arrive difficilement à gravir la dernière marche. Hein. Voilà, alors c'est peut-être pas 10, c'est peut-être 6, mais enfin ça veut dire qu'on va rester avec une dépression de notre niveau de PIB par rapport à ce qu'il était avant la crise. Et ça, c'est horrible, parce que ça veut dire que le chômage va monter de cette perte de PIB. Enfin, bon, mais ça disparaît quand on a le vaccin. Alors après, il y a une question très importante pour la réflexion qui est-ce que même une fois le problème sanitaire traité, cette crise laisse des traces durables? Et moi, je crois qu'il y a un deuxième choc d'offres qui est que durablement, et même après la résolution du problème sanitaire, il y a des secteurs économiques qui vont être durablement déprimés et des secteurs économiques qui vont être durablement en croissance. Donc on a une très grande distorsion de la structure sectorielle de notre économie. Mais Jérôme Powell est d'accord avec vous d'ailleurs. Hein. J'ai peut-être un petit peu simplifié ce qu'il dit, mais il dit effectivement il y aura une partie de l'économie qui aura du mal à s'en remettre. Il faudrait être aux côtés de ces millions de personnes. Mais ça, c'est un choc d'offres. Oui, et ça, c'est un choc d'offres négatif qui va aussi nous coûter du PIB et du chômage. Parce que, prenez le transport aérien. Un salarié d'une compagnie aérienne qui est licencié, il faudrait qu'il aille travailler dans les secteurs qui embauchent, c'est-à-dire les services informatiques, la distribution en ligne, la pharmacie. C'est pas évident, quoi. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes qualifications. Donc on a un choc d'offres beaucoup plus insidieux qui va être la difficulté à transférer. Alors en France, j'avais estimé que c'était 1,5 million de personnes, des secteurs en difficulté durable vers les secteurs en croissance. Donc on ne peut pas faire de la macroéconomie, si vous voulez. Il y a une perte d'emploi, de productivité et d'efficacité qui vient d'un problème de capital humain, quoi. On va avoir beaucoup de salariés qu'il va falloir requalifier, reformer pour les transporter vers les secteurs en croissance, et ils n'ont pas aujourd'hui les qualifications qui leur permettent de faire ce changement d'activité. Le monde globalisé, est-ce que c'est fini? J'ai été frappé en début de semaine par une phrase du patron de Foxconn, le fabricant de semi-conducteurs taïwanais. Il dit désormais il faut s'habituer à un G2, un monde divisé en deux camps, la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Il faut choisir son camp, et lui il dit, moi par exemple je dois faire des chaînes de production, des supply chains différentes pour le monde de la Chine et le monde des États-Unis. Est-ce qu'il a raison? Oui, c'est même peut-être pire que ça. Enfin, ce qui en a pris un coup, si on peut dire ça, à cause de cette crise, c'est la mobilité internationale. Alors, c'est d'abord la mobilité internationale des personnes. Alors, à nouveau, est-ce qu'il en restera quelque chose quand on aura un vaccin? Peut-être. On a beaucoup moins de flux migratoires. Aujourd'hui, c'est extrême. On peut même pas aller en Allemagne. Et puis la mobilité internationale des biens, parce que, et c'est tout à fait juste, et ça a commencé avant la crise, ça commence au début des années 2010, on va vers des chaînes régionales de valeur. Alors pour une raison économique qui est que les chaînes globales sont trop compliquées et trop fragiles, vous ne pouvez pas dépendre d'un seul sous-traitant dans le monde pour toutes vos productions, et puis pour des raisons politiques, parce que les États veulent produire plus près du consommateur, veulent du contenu local, comme on dit. Alors, il faut pas. Donc, c'est tout à fait juste, je pense, qu'il y aura une chaîne de valeur américaine, une chaîne de valeur européenne, une chaîne de valeur asiatique, avec moins d'interconnexion. La question pour la France, c'est où la chaîne de valeur européenne? C'est-à-dire, si on rapatrie quelque chose qui était délocalisé en Asie, ça va où en Europe? Ça va peut-être pas en France du tout. Ça va peut-être en Europe centrale, ça va peut-être au Maroc, qui fait partie très clairement de la chaîne de valeur européenne. Donc l'idée que des pays à coûts salariaux élevés comme la France vont profiter de cette évolution me paraît très très optimiste. On peut même penser que ça va profiter dans la zone Europe aux pays avec les coûts salariaux les plus faibles. Est-ce que c'est aussi la fin, Patrick Arctus, d'une forme de capitalisme néolibéral? Est-ce que avec l'interventionnisme, la souveraineté américaine, est-ce que c'est aussi un nouveau capitalisme qui doit émerger? Alors c'est très bizarre, parce que quand on fait le bilan de Trump, on dit le capitalisme néolibéral. Bon, alors il y a un élément qui est totalement néolibéral, c'est l'absence de pouvoir des salariés, la déformation du partage du revenu en faveur des profits, la montée de la profitabilité des entreprises. Mais alors le reste de Trump, il est totalement pas néolibéral. Néolibéral, c'est Reagan dans les années 80. Donc le néolibéral normal, il est libre-échangiste. Et puis, il n'aime pas du tout les monopoles et il est pour la concurrence. Donc, vous avez un néolibéralisme, un capitalisme super bizarre
qui est néolibéral sur le marché du travail, puisque là, on continue à avoir de l'austérité salariale et à faire monter les profits. Il n'est pas du tout libéral sur le reste. Hein. Sur le marché des biens, on met des droits de douane, on met de la préférence nationale, on en parlait avant. On admet les grands monopoles. Hein. Il y a une augmentation incroyable de la concentration des entreprises, surtout aux États-Unis. Donc c'est un capitalisme. Et puis il y a un rôle de l'État qui devient colossal. Regardez dans le soutien des entreprises, dans les nouvelles industries. Donc vous avez un capitalisme totalement bizarre. Il n'est resté néolibéral que sur le marché du travail et il est devenu étatique et nationaliste sur le reste. Entre nous, Patrick Artus, ça ressemble un peu au capitalisme chinois, hein, à la fois autoritaire, de souveraineté, néolibéral et en même temps très étatique. Oui, je suis d'accord, mais sur le marché du travail en Chine, les salaires augmentent vite en Chine. Hein. Il n'y a pas de déformation du partage du revenu au détriment des salariés. Vrai, hein. Donc au contraire, c'est l'inverse. Les salaires augmentent plus vite. Sur les salaires, c'est l'inverse, c'est vrai. Ouais. Nous, la seule caractéristique finalement reaganienne qui reste, c'est que les entreprises ont le pouvoir de ne pas augmenter les salaires. Hein. Mais le reste est devenu extrêmement étatique, national. Ça a commencé à changer aux États-Unis quand il y avait 3% de chômage, mais là maintenant on est à 10%, donc c'est un mouvement de balancier. Merci beaucoup Patrick Artus d'avoir été avec nous pour commenter l'actualité.